Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode un peu particulier dans les petits curieux, parce qu'aujourd'hui c'est moi, Jessica Peretti, qui prend le micro. Et justement, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le TDAH, ou trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On en entend souvent parler, parfois avec des fausses idées reçues, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Comment ça fonctionne dans le cerveau ? Et surtout, comment mieux comprendre et accompagner les enfants et les adultes qui vivent avec ? Dans cet épisode, je vais essayer de vous expliquer tout ça avec des mots simples, des exemples concrets et comme toujours avec une bonne dose de curiosité. Alors installez-vous confortablement, c'est parti ! Bon, c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire, qui tu es toi ? Eh bien, je m'appelle Jessica Peretti et je vais vous présenter mon parcours qui est un peu atypique. Alors, anciennement coiffeuse, j'ai d'abord connu des échecs scolaires avant de me réorienter bien plus tard, à 27 ans, vers un domaine qui me passionnait profondément, la psychologie. C'est sur les bancs de la fac que j'ai trouvé ma voie jusqu'à poursuivre un master en pratique de l'éducation inclusive. Aujourd'hui, je suis chargée de mission dans les pratiques de l'inclusion et formatrice dans ce domaine. Mais mon engagement ne s'arrête pas là. Je suis aussi maman d'un enfant avec un TSA, un TDAH et un TOP. Ce qui me donne une compréhension à la fois personnelle et professionnelle des défis que rencontrent les familles. Et bien plus tard, on l'aura compris, j'ai été diagnostiquée TDAH également. Mon expérience auprès d'un neurologue renommé à Marseille m'a permis de me spécialiser davantage dans les troubles neurodéveloppementaux, et notamment le TDAH. Au quotidien, mon travail consiste à orienter et accompagner les familles ayant des enfants aux besoins spécifiques pour qu'elles trouvent les solutions adaptées à leur parcours. C'est cette double casquette professionnelle et personnelle qui me motive chaque jour à défendre une éducation et un accompagnement véritablement inclusif. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter l'association l'AEB Inclusion. Donc c'est une organisation dédiée à l'accompagnement des familles ayant des enfants avec des besoins spécifiques et ou porteurs de handicap, tels que le trouble du spectre autistique, le TSA, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, et les troubles spécifiques des apprentissages, anciennement appelés DIS. Fondée en 2018, l'association a orienté ses actions vers l'inclusion, en offrant des services adaptés aux besoins des enfants et de leurs familles. En 2022, l'AEB Inclusion a ouvert un accueil de loisirs sans hébergement, nommé Les Moments Chantés, à la Bastide des Jourdans, visant à accueillir tous les enfants et à s'adapter à chacun pour favoriser leur épanouissement au sein d'une collectivité. En 2023, l'association a élargi ses missions en développant un centre de formation, Inform, spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux, destiné aux professionnels comme aux particuliers recherchant des formations spécifiques. Parallèlement, nous avons mis en place un pôle santé pour renforcer l'accompagnement des enfants dans une prise en charge globale, avec une aide centrée sur l'aide administrative et l'orientation vers les parcours de soins adaptés. L'association, c'est aussi un espace ludique et inclusif grâce à sa ludothèque pour offrir aux enfants, aux familles et aux professionnels un accès à des jeux adaptés à tous. Alors ça y est, on y est, on va rentrer dans le vif du sujet et donc parler du TDAH. Donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce trouble est classé dans le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition, dans la catégorie des troubles neurodéveloppementaux. Cela signifie qu'il apparaît dès l'enfance et affecte le développement du cerveau, en particulier les fonctions exécutives, l'attention, la mémoire de travail, l'impulsivité, l'inhibition donc, la planification, etc. Dans le DSM-5, le TDAH n'est pas un trouble unique, mais regroupe 3 présentations principales, en fonction des symptômes dominants. Donc on va retrouver le TDAH avec une prédominance de l'inattention. L'enfant ou l'adulte a surtout des difficultés d'attention et de concentration. Donc il peut sembler un peu dans la lune, avoir du mal à organiser son travail, oublier des choses facilement. Ce type de TDAH est souvent sous-diagnostiqué et surtout chez les filles, car il ne se manifeste pas par une hyperactivité visible. On va retrouver le TDAH avec une prédominance hyperactive impulsive. Et donc là, effectivement, l'hyperactivité et l'impulsivité sont des symptômes majeurs. Donc la personne parle beaucoup, bouge sans cesse, a du mal à attendre son tour, à se contrôler. Et c'est souvent la forme la plus visible du TDAH.
et ce qui va vite attirer l'attention. Et enfin, on va retrouver le TDAH mixte. C'est la forme la plus courante, c'est la présentation à la fois des symptômes d'inattention et d'hyperactivité d'impulsivité. Alors pour poser un diagnostic de TDAH, le DSM-5 définit des critères précis. Il faut d'ailleurs avoir au moins 6 symptômes d'inattention, ou 5 chez l'adulte, et ou au moins 6 symptômes d'hyperactivité-impulsivité, ou 5 chez l'adulte, et ces symptômes doivent être présents depuis au moins 6 mois, et ils doivent apparaître avant l'âge de 12 ans. Dans la version précédente du DSM-4, c'était avant 7 ans. Ils doivent être observés dans au moins 2 contextes différents, l'école, la maison, travail, activité sociale, etc. Et il doit avoir un impact significatif sur la vie quotidienne et le fonctionnement de la personne. Ils ne doivent pas être mieux expliqués par un autre trouble, anxiété, trouble du spectre autistique, etc. Je vais essayer de vous lister quelques symptômes, la liste est beaucoup trop longue, mais en tout cas ceux qu'on va reconnaître le plus souvent. Donc dans les symptômes d'inattention, on va retrouver le fait de ne pas prêter attention aux détails ou de faire des erreurs d'étourderie. On va avoir du mal à rester concentré longtemps. On semble ne pas écouter quand on parle. Ne suit pas les consignes ou ne termine pas ses tâches. Avoir du mal à s'organiser. Perd souvent ses affaires. Peut être très facilement distrait par des stimuli extérieurs. Oublie souvent ce qu'il doit faire. Du côté de l'hyperactivité et de l'impulsivité, on va retrouver des personnes qui vont beaucoup remuer, souvent les mains ou les pieds, se tortiller sur une chaise, se lèvent souvent alors qu'ils devraient rester assis, courent ou grimpent partout dans des situations inappropriées, a du mal à jouer calmement, parle excessivement, coupe la parole, répond avant qu'on ait fini même la question, a du mal à attendre son tour, interrompt les autres ou s'impose dans les conversations. Alors, il y a des limites dans le diagnostic du TDAH. Le DSM-5 définit le TDAH comme un trouble avec des seuils, 6 symptômes ou plus, alors qu'en réalité, c'est un continuum. Certains enfants peuvent être très proches du seuil sans être diagnostiqués. Le contexte est clé aussi, parce que les symptômes doivent être présents dans plusieurs environnements. Mais parfois, certains enfants compensent bien dans un cadre structuré et ne montrent des difficultés qu'à la maison ou à l'école. Et puis il y a un risque de surdiagnostic ou de sous-diagnostic. Certains enfants très actifs mais sans réel trouble peuvent être diagnostiqués trop rapidement. Et puis à l'inverse, certains profils inattentifs passent inaperçus. Alors, comment diagnostique-t-on un TDAH ? Il faut savoir que c'est un processus qui est complexe et qui va reposer sur une évaluation approfondie par des professionnels de santé spécialisés. Il ne suffit pas d'avoir un enfant turbulent ou distrait pour parler de TDAH. Les symptômes doivent être persistants et impacter la vie quotidienne dans plusieurs environnements. Qui pose le diagnostic ? Le diagnostic du TDAH est posé par un professionnel qualifié, un médecin spécialiste, neuropédiatre, pédopsychiatre, psychiatre. Les étapes du diagnostic. Le diagnostic suit plusieurs étapes pour s'assurer que les symptômes correspondent bien au TDAH et ne sont pas dus à d'autres causes. Un trouble anxieux, des difficultés scolaires, un environnement familial stressant, etc. D'abord, il va y avoir l'entretien clinique. Le médecin pose des questions à l'enfant et aux parents. Quels sont les comportements observés ? L'inattention, l'impulsivité, l'hyperactivité. Depuis quand ces signes sont-ils présents ? Dans quel contexte se manifestent-ils ? Y a-t-il des antécédents familiaux de TDAH ou d'autres troubles neurodéveloppementaux ? L'avis des enseignants, des éducateurs ou autres professionnels qui côtoient l'enfant peut être demandé pour confirmer la présence des signes dans différents environnements. Ensuite, le médecin va utiliser des questionnaires standardisés. Pour objectiver les symptômes, des échelles d'évaluation sont utilisées, remplies par les parents et les enseignants. On va rencontrer le Conners Rating Scale, questionnaire d'auto-évaluation du TDAH, ou encore l'échelle de Wender chez l'adulte pour le TDAH infantile persistant. Ces questionnaires permettent d'évaluer la fréquence et l'intensité des symptômes. Alors on peut compléter les examens pour poser un diagnostic de TDAH avec différents bilans pour étayer les observations. On peut retrouver des bilans en psychomotricité, en ergothérapie ou encore en neuropsychologie. Il faut savoir que le bilan neuropsychologique est facultatif dans la
démarche de diagnostic de l'enfant TDAH. Mais il peut s'avérer quand même très utile pour comprendre le fonctionnement de l'enfant et donc d'adapter des stratégies d'accompagnement. En effet, le neuropsychologue va aller explorer des fonctions cognitives à travers des tests d'attention et de concentration, des tests des fonctions exécutives, donc la mémoire de travail, la flexibilité, l'inhibition, etc. Et enfin, les tests de QI, ce qui va permettre de comprendre le fonctionnement de l'enfant. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on fait un diagnostic de TDAH, on appelle ça un diagnostic différentiel, c'est-à-dire éliminer d'autres causes. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début de parcours, on va aller faire des tests ORL, des tests au niveau de la vue pour éliminer d'éventuelles difficultés de ces sens. Certains troubles peuvent ressembler au TDAH et donc doivent être exclus. L'anxiété, le stress chronique, les troubles du sommeil, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles des apprentissages, etc. On peut retrouver dans un diagnostic de TDAH d'autres diagnostics qui vont s'accumuler. Enfin, pour conclure sur la notion du diagnostic, il faut savoir que le diagnostic du TDAH, c'est un processus qui est rigoureux, qui nécessite une évaluation clinique complète. Il ne se fait pas en une seule consultation, demande une réelle approche multidisciplinaire. Donc une fois diagnostiqué, un suivi adapté, un accompagnement psychoéducatif, des stratégies pédagogiques, un traitement si nécessaire, permet d'améliorer le quotidien des enfants et des adultes concernés. J'aimerais maintenant vous parler d'un sujet un petit peu plus sensible, les traitements médicamenteux du TDAH. Comment ça marche? Pourquoi donne-t-on un médicament pour le TDAH? Alors, le cerveau fonctionne avec des messagers chimiques appelés neurotransmetteurs, qui aident les différentes parties du cerveau à bien communiquer entre elles. Chez les personnes avec un TDAH, il y a un déficit en dopamine et en noradrénaline dans certaines zones du cerveau, notamment le cortex préfrontal, qui contrôle l'attention, la concentration et l'impulsivité. Donc les médicaments pour le TDAH vont aider à rétablir cet équilibre et permettre au cerveau de mieux gérer les informations. Alors l'effet sur le cerveau, le médicament, il ne guérit pas le TDAH, mais il va aider à mieux gérer donc ces symptômes et en modifiant la chimie du cerveau. Ça va permettre d'améliorer la concentration, le cerveau va filtrer davantage les distractions, il y aura moins d'impulsivité, les réactions sont plus contrôlées, et il y aura donc un meilleur contrôle des émotions, moins de frustration et d'explosion de colère. Les médicaments sont souvent associés à d'autres approches comme des adaptations pédagogiques, une thérapie, des stratégies d'organisation, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le médicament va permettre la régulation des émotions. Chez une personne ayant un TDAH, l'émotion peut être très élevée comme redescendre très bas et très rapidement. Le médicament ne va pas permettre d'avoir quelqu'un de linéaire et des émotions linéaires. Ça va simplement permettre de réduire l'écart entre la poussée et la redescente. Donc avoir une meilleure gestion de ses émotions sur une journée complète. Lorsque il n'y a pas de médicament et que les émotions sont très poussées, très haut, très bas, on se retrouve avec des enfants ou des adultes épuisés, fatigués en fin de journée parce que ça a demandé énormément d'énergie d'aller gérer ces pics positifs ou négatifs. En conclusion, le médicament pour le TDAH, c'est une aide précieuse pour certains enfants. Tous les enfants n'en ont pas besoin. Mais l'objectif, en tout cas, c'est d'aider le cerveau à mieux fonctionner sans changer la personnalité de l'enfant. J'ai envie de prendre un exemple qui pourrait illustrer ces propos. Imaginez que le cerveau, c'est comme un orchestre. Et chez les personnes avec un TDAH, il y a certains instruments qui jouent trop vite ou trop fort, et d'autres trop lentement. Les médicaments vont aider à mieux coordonner la musique pour qu'elle soit plus harmonieuse, comme un chef d'orchestre. Pour conclure le podcast, j'aimerais vous dire que en effet, le TDAH est souvent mal compris, parfois minimisé, mais parfois exagéré. Mais pourtant, il s'agit d'un trouble réel, reconnu scientifiquement, qui impacte la vie quotidienne de ceux qui en sont concernés. Mais ce n'est ni une fatalité, ni un frein à l'épanouissement. Vous l'aurez compris, grâce à mon parcours. Ce que j'aimerais en tout cas que vous reteniez aujourd'hui, c'est que chaque enfant avec un TDAH a des forces, des talents et un potentiel à explorer.
Et avec un accompagnement adapté, de la bienveillance, des stratégies appropriées, ces enfants peuvent non seulement réussir, mais aussi s'épanouir pleinement. Si vous êtes parent, enseignant, professionnel de l'éducation ou simplement curieux d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous informer, à échanger avec d'autres et surtout à voir au-delà du trouble, pour découvrir l'enfant dans toute sa singularité. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce podcast vous a apporté des éclairages et des pistes de réflexion. Et surtout, retenez ceci, le TDAH n'est pas une mode, c'est une réalité. Mais bien accompagné, un enfant avec un TDAH peut aller très loin. On se retrouve très vite pour un prochain épisode des Petits Curieux. À très bientôt.